Bonsoir à tous, de Paris à Jérusalem, en passant par Casablanca, encore Abu Dhabi. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre chaque soir les GGMO et c'est un plaisir de vous retrouver. Voici nos débats du soir. Naftali Bennett ne se représentera pas aux prochaines élections. Le Premier ministre israélien l'annonce ce soir, une déclaration qui rebat les cartes, alors que la Knesset n'est toujours pas dissoute. D'ailleurs, qu'attendent les députés pour la voter? Nous retrouvons dans un instant Daniel Haïk pour tous les détails. Ben & Jerry's vendra bien ses glaces dans tout Israël, y compris dans les territoires. Décision prise après de longues tractations en coulisses qui ont impliqué notamment Yair Lapid et la direction d'Unilever. Est-ce une manche de perdu pour le BDS et ses partisans? Ce sera le match du jour. Ne pas serrer les mains de responsables du Rassemblement national par respect des gestes barrières. Le ton a été donné hier par plusieurs députés de la France insoumise. Va-t-on vivre sous une nouvelle Assemblée nationale faite de clashs et de tensions entre les extrêmes? Je vous poserai la question. Et puis c'était l'audience criminelle la plus longue de l'histoire judiciaire française, celle des attentats du 13 novembre. Après 10 mois d'audience, nous devrions connaître ce soir le verdict, à suivre sans doute dans l'heure qui vient. Et bien entendu, nous la commenterons en direct dans les GGMO. Les GGMO que voici que voilà, qui m'accompagne ce soir. Marco Sarabia, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes militant à Voda. David Sadoun, bonsoir. Bonsoir Benjamin. Vous êtes militant Likoud. On l'a bien compris ensemble, messieurs. Nous avons beaucoup d'actualités politiques israéliennes à commenter. Et je salue le président du Printemps républicain, Amin El Khatmi, qui est en direct avec nous depuis Paris. Bonsoir Amin, et merci d'être avec nous ce soir, où cette actualité est si riche à commenter. Et d'abord, revenons ensemble, si vous le voulez bien, sur une annonce que vous avez entendue ensemble et en direct il y a une demi-heure tout juste sur les 24 News. Il avait pris tout le monde de court la semaine dernière en annonçant lui-même la dissolution de la Knesset. Ce soir, il annonce qu'il se retire du jeu politique pour les prochaines élections. Naftali Bennett ne se représentera pas. Citoyens d'Israël tant aimés, ce soir je terminerai mes fonctions de Premier ministre d'Israël et je passerai le flambeau à mon ami Yair Lapid. Je continuerai à aider et à œuvrer dans le cadre de mes fonctions comme Premier ministre alternatif tant que nécessaire sera. C'est trop important pour ce pays et les choses se passeront de manière organisée. C'est le bien du pays qui m'importe et c'est la seule chose qui m'importe. C'est ce qui a toujours été, c'est ce qui sera toujours. Je voudrais aussi vous mettre au courant que je n'ai pas l'intention de me mesurer aux prochaines élections, mais je resterai le soldat fidèle de ce pays. Une annonce de taille que nous allons commenter dans un instant avec nos GGMO, mais d'abord essayons de comprendre ce contexte. Et pour ce faire, nous allons retrouver Daniel Haïk, notre spécialiste politique, en direct depuis Jérusalem. Bonsoir Daniel. De quelle façon cette annonce prononcée, il y a un petit peu plus d'une demi-heure maintenant, Daniel, rebat les cartes? Eh bien, Benjamin, vous ne croyez pas si bien dire, elle rebat les cartes quasi totalement au sein de l'échiquier politique israélien. Il faut souligner que cette annonce place de facto au premier rang du parti Yamina Ayelet Shaked, l'actuelle ministre de l'Intérieur. Et Ayelet Shaked, elle pourrait donc devenir présidente du parti Yamina et cela rebat totalement les cartes. Pourquoi? Un sondage publié ce soir, diffusé ce soir par la chaîne de télévision 12 révèle que si Ayelet Shaked devait prendre la succession de Naftali Bennett à la tête de Yamina, eh bien la coalition de Binyamin Netanyahou obtiendrait une majorité absolue de 63 députés en y incluant Yamina. Ce qui signifie que de facto, le fait que Naftali Bennett se retire de la course à la prochaine Knesset, eh bien, permet de clarifier le positionnement de Yamina. Et Yamina, avec Ayelet Shaked, est résolument dans le camp de la droite israélienne et elle renforce ce camp de manière conséquente puisque elle permet à Binyamin Netanyahou d'obtenir 63 mandats, voire plus. Et il sera intéressant de voir si cette tendance se confirme dans les prochains sondages. Alors, Daniel, cette annonce est d'importance, mais elle a aussi parasité un autre événement que l'on attendait ce soir. C'était l'annonce de la dissolution. Finalement, il faudra attendre demain matin. Eh bien, effectivement, apparemment, il faudra attendre demain matin.
il faudra s'armer de patience durant toute cette nuit, parce qu'effectivement, on constate que, eh bien, c'est même dans les rangs de l'actuelle coalition que l'on a manifesté le plus de réserves concernant la dissolution du Parlement. Je vous donne un exemple, c'est Avigdor Lieberman, le ministre le ministre des Finances et leader d'Israël Beiteinu, qui a de facto déposé plusieurs centaines d'amendements au projet de loi visant à dissoudre le Parlement. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il voulait retarder ce vote en seconde et troisième lecture et permettre pendant ce laps de temps de voter la fameuse loi sur le métro. Et puis du côté du parti arabe israélien, la liste arabe unifiée, eh bien on a déposé 12 000 amendements afin de faire tenir la procédure jusqu'à demain soir et de provoquer vous le savez, un chaos juridique au sein de la Judée et de la Samarie, si d'ici là, eh bien, le fameux décret Judée de Samarie n'était pas prolongé, donc avant demain à minuit. Donc, on le voit, des divers intérêts qui font que la procédure est retardée et de facto, eh bien, il est probable qu'elle n'interviendra pas avant minuit ce soir. Ce vote en seconde et troisième lecture n'interviendra pas avant minuit et qu'il faudra patienter demain. La Knesset n'a pas l'habitude de se réunir les jeudis, mais il faudra le faire dans cette circonstance tout à fait exceptionnelle. Et normalement, si effectivement la dissolution est décidée et votée en troisième lecture, et automatiquement Yair Lapid deviendra Premier ministre de l'État d'Israël et la passation de pouvoir pourrait se faire le jour même, à moins que celle-ci ne soit reportée à dimanche prochain. Merci beaucoup Daniel Haïk en direct avec nous depuis Jérusalem, avec ces deux informations du soir que vous avez découvertes en direct avec nous. À la fois cette annonce de Naftali Bennett qui va donc ne pas se représenter aux prochaines élections, ce qui ne veut pas dire pour autant qu'il ne va pas se retirer du jeu politique, puisqu'il reste en fonction là quand Yair Lapid va prendre sa place. Et puis l'autre info, c'est demain matin et pas avant qu'aura lieu la deuxième puis troisième lecture de la dissolution de la Knesset. David Sadoun, commençons d'abord par Naftali Bennett qui ne se représente pas. Est-ce que tout ça n'est pas, d'une certaine manière, en train de redonner un tout petit peu de rationalité au jeu politique israélien ? C'est-à-dire chacun sa place, chacun son camp, chacun sa famille politique. Bah évidemment, c'est ce qu'on a vu cette dernière année. On est tombé dans l'irrationnel complet. Naftali Bennett avait fait le plus mauvais choix politique de sa carrière en allant s'allier avec les partis les plus loin de ses idées, les plus antinaturels, soit les partis de gauche, d'extrême gauche comme Meretz et bien sûr le parti arabe islamiste de Ra'am. Il en paye le prix aujourd'hui après un an de survie. C'est une très très bonne nouvelle pour le peuple d'Israël et bien évidemment pour le camp de la droite nationale. Et évidemment le point essentiel, comme vous l'avez souligné, c'est que Naftali, en se retirant, Naftali Bennett signe quasiment le retour de Benyamin Netanyahou au pouvoir et de la droite au pouvoir. C'est une très bonne nouvelle et il ne faut pas tomber dans ce piège, je le dis, je le répète, il ne faut pas tomber dans ce piège de c'est encore des élections. Non, ce n'est pas encore des élections, ce n'est pas des cinquièmes élections. Après ce qui s'est passé, c'est quand même ce qu'on va découvrir. Après ce qui s'est passé, ça a rebattu toutes les cartes avec un tel gouvernement, de telles trahisons. Forcément, les élections seront complètement différentes et il y aura un résultat tout à fait différent et très positif, je l'espère. Marco Sarabia, vous qui régulièrement sur ce plateau soutenez cette coalition, ce soir-là, avec cette déclaration, Naftali Bennett n'est-il pas en train de vous donner un ultime coup de poignard avant de partir ? Et je pense que Naftali Bennett a dirigé le pays de manière digne et compétente. Et on a pu le voir, tous les succès sécuritaires du pays, les succès économiques et le coût de la vie. C'est un plaisir de faire ces courses en Israël en ce moment. C'est économique. Oui, mais je pense qu'il y a une crise mondiale. Je pense que le prix de la vie a augmenté aussi en Europe, aussi aux États-Unis. Et donc, c'est les retours de bâton du corona. Mais il y a quand même une inflation qui est assez basse, qui est assez contenue, et aussi des dizaines de milliers de logements qui sont en train d'être construits afin de contenir le prix du logement, qui a un gros impact sur le coût de la vie, justement, le prix du logement. Donc vous dites au fond les mesures prises, on verra le reste plus tard. Voilà. Mais là, sur l'annonce de ce soir, elle est sur ça ma question, Marco Sarabia. Alors justement, même dans sa démission, j'ai trouvé que Bennett a démissionné dignement. Il a servi le pays, il s'est sacrifié pour le pays, pour redonner un peu de stabilité au pays après le chaos de 2-3 ans d'élections répétées. Et donc on voit, il démissionne, c'est-à-dire il a tout perdu. Il a tout perdu et donc on comprend. Il a perdu aussi l'honneur.
par rapport au sien? Non, il n'a pas perdu l'honneur. Je pense qu'il a voulu redonner la stabilité au pays. Il était obligé de le faire s'il ne voulait pas de 5e élections. Et je pense que avec Yair Lapid, ils se sont relativement bien entendus dans le bien du pays. Tout le monde a fait des compromis, évidemment. Mais il y a eu des réalisations de fait. Des transports publics qui ont été améliorés. Il y a un budget qui a été voté. Pendant 2 ans, il n'y avait pas de budget. Donc j'ai trouvé que justement, le pays a été géré et c'est dommage que ça s'arrête là. Mais alors qu'il n'ait toujours pas de métro voté, par contre. Non, oui, mais j'espère qu'il sera voté. J'espère qu'il sera voté. Mais c'était en partie à cause des lois sur la Judée-Samarie que l'opposition a bêtement fait tomber. Et je pense que ça fait précipiter sa chute. Parce que si elles étaient passées, ça aurait été dans le bien de la Judée-Samarie, qui sont les principaux électeurs du Likoud. Je ne sais pas où M. Sarah bien vit, mais quand il parle d'inflation faible, le prix de l'essence atteint son plus haut niveau depuis 2012. La vie est quasiment invivable en Israël, avec des prix qui s'envolent dans tous les domaines. Le chaos, c'est pas du tout avant, c'était bien après le gouvernement. Il a créé un chaos total et il paye le prix évident de son choix. La vie a toujours été chère en Israël. Oui, mais là on atteint des niveaux quand même historiques. Je vais vous redonner la parole dans un instant là-dessus, mais juste avant, parce qu'Amin El-Khatmi nous écoute sagement depuis le début de cette émission. Vous découvrez en direct avec nous, mon cher Amin, les aléas de la politique israélienne. Vous qui êtes plutôt un spécialiste de la politique française, quel est votre regard sur un Premier ministre qui annonce en direct à la télévision qu'il se retire des prochaines élections, au fond peut-être pour laisser plus de sagesse s'installer sur l'échiquier? Vous savez, en vous écoutant, je pensais à cette phrase: quand je me regarde, je me désole, quand je me compare, je me console. Parce que quand je vois les soubresauts, les crises, les démissions, les coalitions qui se font, qui se défont, l'ombre de Benyamin Netanyahou qui, bien qu'en retrait, continue manifestement de peser de tout son poids dans la vie politique, je me dis que nous, en France, nous vivons une crise politique simplement parce que pour la première fois depuis 1988 et le gouvernement Rocard, un gouvernement, bien qu'ayant une majorité, n'a pas de majorité absolue. Et ça fait une semaine qu'on est en édition spéciale, que ça fait la une des journaux, que tout le monde ne parle que ça au café, au restaurant, le soir au dîner, à la maison. Et donc c'est vrai que c'est assez, dépaysant pour nous de voir comment la vie politique israélienne arrive à se réinventer. Alors je vais vous montrer justement, en termes de réinvention de la vie israélienne, de quoi sont capables les politiques. Et là c'est vous, je vais avoir votre réaction, David Sadoun, parce que Benjamin Netanyahou, lui, il est déjà en campagne. La dissolution n'est pas encore annoncée. Lui, il fait déjà des promesses pour l'électorat, mais regardez sur quel domaine il fait ses promesses. C'est un tweet publié par l'ancien Premier ministre israélien. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit l'annonce de la presse concernant la hausse du prix du lait. Le prix du lait va augmenter de 4,9%. Donc, évidemment, ça touche directement sur le panier de la ménagère israélienne. Sauf que Netanyahou commente, c'est à cause de Bennett, à cause de Lapid et d'Abbas, nous allons réparer tout ça. Donc, expliquez-moi déjà, que vient faire Mansour Abbas dans la hausse du prix de lait? Et surtout, pardon, mais Netanyahou, lui, n'en a pas fait plus pendant les 12 années précédentes. Bon, déjà, ils avaient promis 53 milliards de shekels au parti arabe islamiste, donc forcément, il faut rééquilibrer de l'autre côté avec des hausses d'impôts. Et donc, forcément, au niveau macroéconomique, ça a une influence directe quand on a un gouvernement qui lâche des... Sur la bouteille de lait. Bien sûr, bien évidemment. Ça a une influence macroéconomique directe sur toute la vie israélienne. Et donc, voilà, aujourd'hui, il est en campagne. Bien sûr, mais qu'est-ce que le Bibi 2022 corrigera en termes de pouvoir d'achat qu'il n'a pas corrigé dans tous ses précédents mandats? Qui a libéralisé les marchés en Israël. Il faut rappeler, Benjamin, que Israël est originalement un système communiste dirigé par la gauche, avec la Histadrout, avec les monopoles économiques qui sont défendus par nos amis de gauche, les partis Avoda et de Benjamin Gantz. Bibi est le seul qui a amené un petit peu de capitalisme dans ce pays, un petit peu d'ouverture de marché comme il l'a fait quand il était ministre des Finances, quand il a ouvert le marché de la téléphonie.
l'économie. En 2008, quand il a ouvert le marché des fonds de pension. En 2018, quand il a commencé la réforme de la Chevrat Hachmal, de la société d'électricité. Quand il a ouvert 2 nouveaux ports. Quand il a sorti le gaz de l'eau. Aujourd'hui, on voit le résultat extraordinaire de son travail, de cette libéralisation. Avant, le pays était complètement fermé avec des quotas d'importation, des quotas de production. Alors je dis pas que c'est parfait, il y a encore beaucoup de travail. Le 25 octobre, le prix du lait va chuter. Il y a encore beaucoup de travail, c'est pas magique, c'est pas un magicien, bien évidemment. Non, mais vous connaissez les problèmes des monopoles, vous connaissez les problèmes des importateurs exclusifs, vous connaissez tous ces problèmes-là. Je n'ai pas vu ce genre de promesses. On ne réforme pas, tout est progressif, il n'y a pas de magie dans la vie, on ne réforme pas du jour au lendemain. Il y a eu des réformes essentielles qui ont été faites, il y a beaucoup de travail encore à continuer, il y a beaucoup d'intérêts en jeu, comme on l'a vu là, Lieberman a voulu réformer les fruits et les légumes, et c'est Benny Gantz et Avoda qui sont opposés. Marco Sarabia, est-ce que la campagne va se jouer maintenant sur un thème, d'ailleurs pour Amin El-Khatmi pourra réagir tout à l'heure, sur le thème du pouvoir d'achat, chose qui est très français mais qui n'est pas du tout israélien? C'est vrai, mais ça me fait un petit peu doucement rire parce que M. Netanyahou est le dernier qui a fait du social. Il n'a pas fait de social pendant 12 ans. Il a eu 12 ans pour le faire tranquillement. Il n'a pas fait de social. La pauvreté a augmenté sous ses mandats. Donc maintenant, tout d'un coup, il se réveille. Ah ouais. Mais en plus, c'était bien l'exemple du lait parce que il faut rappeler que sous Netanyahou a été vendu la Tnuva, qui était un des patrimoines du pays. Aux Chinois. Et les ports, les 2 ports que vous citiez, ont aussi été vendus aux Chinois. L'exploitation du port de Haïfa. Les monopoles et mais c'est ce qu'on appelle l'ouverture de la concurrence, justement. C'est le grand problème de la gauche. La gauche empêche la concurrence en Israël et donc les prix augmentent. Non, on ne peut pas accuser la gauche quand la droite avait les pleins pouvoirs pendant 12 ans. Et ils ont fait des réformes essentielles pour ce pays. Non, la preuve, je vous... D'accord. Bon, on va se répondre simplement et gentiment. Arrêtez sur ce tweet de Netanyahou. Justement, je dis que son mandat, il y a à peine un an, il y avait des milliers de missiles qui s'abattaient sur Israël. Donc il ne faut pas tout d'un coup le prendre pour le sauveur, le Messie qui revient, avec tout le respect que je lui dois. Et il a échoué sur énormément de domaines, en particulier sur l'Iran. On le voit, et que l'Iran, il a continué à développer... M. Netanyahou, l'Iran et la bombe depuis 2012. Il a continué à développer sa bombe tranquillement. Bon, mais je voudrais vous montrer les résultats. Je voudrais vous remontrer les résultats. Regardez Marco Sarabia. Oui. Ça va vous intéresser parce que Daniel Haïk l'a annoncé aussi tout à l'heure. Ce soir, la 12e chaîne de télévision israélienne a fait une étude pour voir justement l'état des lieux en ce jour si particulier, en cette veille de dissolution. Qu'est-ce qu'on découvre? Que le Likoud obtient 34 sièges et surtout qu'avec Ayelet Shaked, donc elle reprendrait Yamina avec 5 sièges, eh bien cela ferait, dans le bloc de Netanyahou, 63 sièges. Et je rappelle que pour Tounovis, il faut 61 sièges pour avoir la majorité. Ça vous fait peur? C'est pas sûr qu'elle passe le seuil d'éligibilité. Ah, d'un seul coup, ça vous intéresse plus. C'est déjà arrivé. D'un seul coup, ça vous intéresse plus qu'elle passe le seuil. Non, mais c'est pas moi qui décide. Tout est une question de position. C'est pas moi qui décide le résultat des élections. D'un seul coup, ça vous intéresse plus. Je dis que ce gouvernement a bien travaillé pendant un an et on voit justement les résultats et ce qui se passe, les petits partis vont peut-être disparaître. Donc ça va faire complètement changer la carte politique aussi. Hein. C'est-à-dire qu'il ne faut pas trop compter. C'est pas les résultats d'élection, c'est des simples sondages. Et quels sont les petits partis qui vont disparaître? Quels sont les petits partis qui vont disparaître? Meretz, extrême gauche, Raham, le parti arabe. On verra. Vous posez les bonnes questions. On verra. Je pense que Pourquoi la gauche s'écroule comme ça? Raham a été courtisé par M. Netanyahou bien avant. Et les partis de droite bien avant Bennett. Raham a été courtisé par M. Netanyahou. Et il aurait bien voulu l'avoir dans sa coalition. Oui, alors c'est pas la peine de parler du budget des Arabes, parce que Netanyahou a donné le double pour pouvoir rester au pouvoir. Et oui, exactement. Il ne faut pas oublier que tous les gouvernements ont investi dans le secteur arabe, et c'est pour investir dans le secteur arabe, c'est pas un problème. C'est pour le bien de l'État d'Israël. C'est pas ça le problème. Si, c'est ça le problème. C'est de faire rentrer un acteur avec une liste complète dans le gouvernement et dans la coalition. C'est normal qu'il soit au gouvernement. Il a demandé le soutien externe pour les élections directes. Mais les Arabes représentent de 20% du pays. Et donc 20%, c'est une grosse force politique. C'est normal qu'ils participent à la vie publique. Bien. Je pense que c'est une bonne chose. Et je pense que tout le travail qui a été fait dans le secteur arabe, la lutte contre le banditisme arabe, qui a été complètement négligé pendant des années, et ça a été un succès. Il faut continuer dans ce sens. Je pense que toutes les directions qui ont été prises par cette
ce gouvernement. Bon, vous avez eu assez de temps pour réagir. David Sadoun, je voudrais vous entendre aussi réagir sur ce sondage, parce qu'il est important. À la fois, il dit que, à ce jour, mais on sait que tout peut changer ici, surtout en 6 mois, le bloc de Benjamin Netanyahou obtiendrait 63 sièges, mais ce qu'il ne dit pas, c'est est-ce qu'il obtiendra plus de stabilité que toutes les précédentes coalitions, et si on peut être sûr de ne pas se diriger 6 mois après dans une autre élection supplémentaire. Vous savez, la stabilité, c'est pas forcément dans la quantité. La stabilité, c'est avant tout dans la qualité. Il vaut mieux parfois 63 sièges qui vont dans le même sens que 80 sièges qui se dispersent comme on l'a, et qui partent dans tous les sens. Aujourd'hui, on a un bloc qui est clair et qui est cohérent, puisque tous les faux partis de droite, que ce soit Bennett, Sahar, Lieberman, ont fait leur choix d'aller vers l'autre côté. Et c'est pas un hasard que ce soit eux, puisqu'on voit que finalement, il y a une cohérence dans le parti de droite. C'est les partis religieux, c'est le parti identitaire, c'est les partis nationalistes qui ont la valeur d'Eretz Israël, la valeur de la terre d'Israël, la valeur d'amour du peuple d'Israël, de l'identité juive. C'est ça la question centrale qui va avoir dans ces élections. Bon, c'est l'identité juive. On verra. Et je vous rappelle, juste un point. Je vous rappelle, faut qu'on avance. Le gouvernement. Faut qu'on avance, David Sadoun. Sur la question du Hametz dans les hôpitaux. C'est ça le vrai fond du sujet. C'était encore là. Non, ça c'est un parmi d'autres. Il y en a eu plein. On s'arrête là, messieurs. Messieurs, on s'arrête s'il vous plaît. Il faut qu'on avance. Il faut qu'on avance. Vous trompez vos électeurs. Personne ne parle de messianisme. Marco Sarabia, vous voulez que j'appelle le gong? Bon, alors on avance. Parce qu'il y a un autre match qui, lui, pour le coup, a vu Israël peut-être tout entier être gagnant, c'est celui-là. Une petite musique, s'il vous plaît. Ça va rappeler des souvenirs, Marco Sarabia, ou pas? Vous avez reconnu la voix de ce chanteur? C'est Tzvika Pik. Oui. Tzvika Pik. Et en hébreu... Oui. Et Arctique en hébreu, ça veut dire esquimau, glace. Voilà. Une célèbre chanson de Tzvika Pik. Vous vous souvenez de cette annonce d'il y a un an de Ben & Jerry's de mettre fin à ces ventes de glace dans les territoires? Eh bien, c'est une marche arrière toute qui vient d'être révélée. L'usine israélienne, située près d'Ashdod, pourra continuer à alimenter tout le pays, et même, et c'est ça l'info du soir, à l'est de la ligne verte. Une décision qui n'est pas qu'industrielle, elle est aussi le fruit de discours, de tractations entre Unilever et Yair Lapid lui-même. Et regardez, Yair Lapid qui se réjouit ce soir de cette annonce du retour de Ben & Jerry's dans tout le pays. Et voici ce qu'il déclare: les antisémites ne nous vaincront pas, même quand il s'agit de glace. Combattre la délégitimation et le mouvement de boycott dans tous les domaines, mentalement, économiquement et éthiquement, Israël salue cette annonce faite aujourd'hui par Unilever. Messieurs, comme vous avez beaucoup parlé, je voudrais entendre la première réaction depuis Paris. Amin El-Khatmi, quel est votre regard sur, au final, une décision qui a été à la fois économique et puis à la fois aussi très politique? Parce qu'on sait que chaque décision qui est prise ici à l'est de la ligne verte a du sens. Bien sûr, et c'est une décision bienvenue. Moi, par principe, j'en ai assez que des marques, alors que vous prenez n'importe quoi, que ce soit des marques de glace, de vêtements, de chaussures, de ce que vous voulez, viennent sur le champ politique pour dire aux gens comment ils doivent penser. Et pour dire aux gens, voilà, ça c'est bien, ça c'est mal, ça c'est acceptable, ça c'est douteux. Je n'achète pas des glaces pour qu'on me donne des leçons de morale. Pas plus que je ne supporte les appels au boycott. Je trouve d'abord parce que c'est illégal, et notamment en France, vous savez que la campagne BDS a été jugée illégale. Mais je trouve que cette tendance, si vous voulez, de plus en plus lourde, qui voit des marques, de grandes marques, et c'est un phénomène assez américain qui maintenant se généralise, mais notamment de grandes marques américaines, Monsieur Adidas, Monsieur Nike, Madame je ne sais qui viennent vous dire ce qu'il faut penser, comment il faut se comporter, comment il faut être. Je trouve ça insupportable. Voilà. Donc que chacun fasse son métier, que les politiques fassent de la politique, et que ceux qui fassent des glaces nous fassent de bonnes glaces, surtout en cette période où il fait chaud et où nous en avons bien besoin. Parce que vous avez vu, Amin El-Khatmi, que maintenant ça ne se réfère pas qu'aux glaces. On a vu hier, lors du match France-Israël des moins de 19 ans, où les messages de haine sur Internet ont été nombreux, et même là, regardez pour le prochain Tour de France, il y a des cartes déjà qui circulent sur Twitter, où on voit quoi? Eh bien, toutes les étapes des drapeaux palestiniens. Qu'est-ce que ça vous inspire, ça?
et Miss France, et Miss France, et Miss France. Hein? Vous voyez, on se dit, on regarde Miss France, il n'y a quand même pas plus divertissant d'être en famille une fois par an ou avec des amis et de voir qui va être élu Miss France pour la nouvelle année. Bah même ça, ils ont réussi à le pourrir il y a maintenant 2 ans avec Miss Provence qui, dès lors qu'elle a annoncé sur la scène de Miss France qu'elle avait des origines israéliennes, a reçu sur la tête une avalanche absolument épouvantable d'insultes, de menaces et d'insultes en tout genre. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, aucun événement, si vous voulez, n'est épargné par cette haine et par ce déferlement de violence. David Sadoun, c'est une victoire pour Israël ce soir et une défaite pour le BDS? Oui, clairement. On voit aujourd'hui qu'ils reviennent en arrière. C'est une très bonne décision. Maintenant, je remarque quand même l'incohérence intellectuelle de M. Lapid, qui déclare que c'est une victoire, mais qui lui-même, dans sa coalition, a des éléments et des hommes qui traitent les habitants de Judée-Samarie de sous-hommes. Je fais référence à Yair Golan du parti de Meretz. Et donc quand on a cette logique toujours en interne de critiquer, rabaisser, délégitimiser ces habitants-là. On parle de 800 000 juifs qui habitent en Judée-Samarie. Il ne faut pas s'étonner que le monde ne va pas dans notre sens. Il faut d'abord que nous-mêmes on soit... Pardonnez-moi, la décision a été prise il y a 1 an, donc c'était pas franchement par rapport à Yair Lapid que ça a été pris cette décision. Non, mais... Ce sont les fondateurs de Ben & Jerry's sur une approche politique. On connaît les positions de la production par rapport au sujet, qu'il est favorable à la création de 2 États, d'un État palestinien. Bon, mais c'est pas le sujet. Ramenez pas ça à la coalition. Non, mais c'est lié au sujet. C'est-à-dire que moi, je pense qu'on attend trop du monde. Effectivement, c'est un succès, c'est une bonne décision, mais c'est minime. Ça veut dire le vrai sujet majeur, c'est en interne dans la cité israélienne. Il faut qu'un jour ou l'autre, on prenne une décision de se comporter en tant que propriétaire légitime sur ces territoires. Et c'est bon aussi pour les Palestiniens et pour et pas que pour les Juifs. On l'a vu, les boycotts, ça touche pas que les Juifs. Les boycotts, il y a des employés arabes, il y a des consommateurs arabes, et eux-mêmes souffrent de ces boycotts. C'est là qu'on voit qu'ils sont hypocrites dans leur démarche et que c'est du pur antisémitisme. Puisqu'en fait, ils veulent pas aider les Arabes à se développer. Ils veulent attaquer... Pour vous, c'était de l'antisémitisme ? Bien sûr, parce qu'ils veulent attaquer directement Israël et donc les Juifs. Parce qu'on voit que sinon, ils feraient les choses plus intelligemment. Là, ils attaquent directement l'intérêt aussi des Arabes sur le terrain, que ce soit les consommateurs et les employés. Marcos Arabia, est-ce que c'est juste une décision politique ou est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose d'industriel là-dedans? C'est vrai qu'on a des produits à vendre. Bon, c'est-à-dire que toutes les entreprises travaillent pour le business. C'est-à-dire qu'elles regardent ce qu'elles ont à gagner de chaque chose. C'est pas toutes les entreprises ne sont pas des grands idéologues, il faut le reconnaître. C'est-à-dire que s'ils ont de l'intérêt à vendre en Judée-Samarie, ils vendront en Judée-Samarie, ils en ont rien à foutre. C'est-à-dire qu'on ne va pas transformer le monde en sioniste. Et on n'est pas obligé que tout le monde soit sioniste. Il faudrait que nous-mêmes on le soit. C'est-à-dire que... On est d'accord là-dessus. Monsieur, vous n'allez pas me donner des leçons de sionisme. Vous avez fait l'armée, vous voulez m'apprendre à être sioniste? Si vous aviez fait l'armée, vous sauriez que ce n'est pas l'intérêt. Je ne vous ai pas attaqué vous. Ce n'est pas l'intérêt des Arabes. Je suis sûr que vous êtes très sioniste. Non, justement, ce n'est pas l'intérêt des Arabes de justement certaines choses qui se passent en Judée-Samarie. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe beaucoup de violence. Il y a beaucoup de violence. De quel côté? Si vous avez servi à l'armée, vous auriez compris qu'on fait de la répression en Judée-Samarie. Et moi, hélas, j'y ai participé. Hélas. Et c'est une raison pour ne plus vendre des glaces là-bas? Non, mais ça n'a rien à voir. C'est le sujet du soir. Je pense que c'est un sujet marginal. Oui, je pense que c'est un sujet marginal. Qu'un industriel décide dans quelle partie d'Israël il va vendre son produit ou non, c'est marginal pour vous. Si Ben & Jerry ne veut pas vendre là-bas, il y aura d'autres entreprises qui viendront des glaces. On n'a pas des entreprises de glace en Israël qui vendent de très bonnes glaces. Et moi, je trouve que chacun son goût. Non, c'est-à-dire que le BDS. Non, mais vous vous rendez compte de ce que vous dites? Finalement, ils font ce qu'ils veulent. Non, je pense que le BDS. Les goûts et les couleurs. Le BDS, on lui donne trop d'importance. C'est-à-dire, c'est un petit groupuscule. Et plus on en parle, et plus on lui fait de la pub. On le grandit. On n'en parle pas. C'est un industriel qui vend des glaces, qui a 1 an a tiré les leçons peut-être justement de ces pressions qui ont été exercées sur lui, en disant je vais arrêter de vendre là-bas mes glaces. Pardon, c'est pas juste des mots, ce sont des faits. Et aujourd'hui, vous n'avez pas l'air de vous en satisfaire. Je pensais que vous alliez crier de joie, mais visiblement non. Non, mais écoute, finalement, c'est le fabricant israélien qui est autorisé à les vendre là-bas. D'ailleurs.
C'est qu'Unilever se dégage un peu du Ben & Jerry's. Je suis pour le avoda ivrit. Je suis pour le travail, au contraire d'encourager la production israélienne et pas la production étrangère, quoi. Bon, c'est-à-dire que c'était extraordinaire combien d'importance. On a l'impression que c'est une grande victoire. Bon, ok, c'est une victoire. C'est l'usine israélienne de Ben & Jerry's qui a la possibilité de vendre où elle veut ses glaces. Ça se peut que monsieur Yair Lapid soit un excellent ministre des Affaires étrangères et qu'il ait eu le temps de s'occuper aussi de cette affaire. Mais je pense que les succès de la diplomatie israélienne ne se résument pas à Ben & Jerry, évidemment. Ils sont beaucoup plus vastes. Et quand vous voyez les messages sur le Tour de France ou de la Miss France dont parlait tout à l'heure Aminel Khatmi, ça vous fait pas peur? Vous dites, faut passer outre? Non, mais c'est pas. On est en Israël ici. Bon, je peux pas me mêler de ce qui se passe en France non plus. C'est-à-dire, je vais pas empêcher à la France de mettre des drapeaux palestiniens. On ne faut pas exagérer. On n'est pas les maîtres du monde. En France, ils font ce qu'ils veulent. Bon, avec tout le respect que je dois aux Israéliens qui sont très influents. Sans penser, peut-être pas aux Israéliens, mais aux Juifs qui nous regardent depuis Sarcelles ou depuis certains quartiers, qui ont peur des conséquences de ce message. Je pense que le drapeau, c'est un symbole, et si on lui donne trop d'importance, on l'amplifie. Il faut reconnaître qu'il y a des choses plus importantes. Ils ont beau brandir le drapeau palestinien, il n'y a toujours pas d'État palestinien. C'est la preuve d'un échec, c'est-à-dire que les Palestiniens, quand vous laissez légitimité au drapeau palestinien ailleurs, vous le laissez aussi à l'intérieur. On l'a vu aujourd'hui dans ce dernier gouvernement, cette dernière année, des drapeaux palestiniens qui se lèvent partout dans la société arabe israélienne, dans les facs israéliennes. C'était une des plus grosses problématiques. Mais d'accord, mais pourquoi ça vous fait peur? Vous êtes dans un fatalisme. On est l'armée la plus puissante du Proche-Orient et vous avez peur d'un drapeau. Vous êtes dans un fatalisme qui est dangereux parce qu'un drapeau c'est un symbole. Et un drapeau ça exprime une idéologie. Mais justement. Et si vous niez cette réalité, excusez-moi, c'est un danger. Vous représentez un danger. Il symbolise le nationalisme palestinien. Je ne sais pas si c'est juste de la naïveté, de l'ignorance ou de la fatalité. Mais c'est grave. C'est grave ce que vous dites. Non, il symbolise le nationalisme palestinien. Oui. Et tu peux pas les empêcher d'avoir un nationalisme. Ils ont une fierté nationale. Je vais donner le mot de la fin sur cette séquence. Ils ont rien obtenu. Ils n'ont pas d'acta. Marco Sarabia, s'il vous plaît. Je vais donner le mot de la fin à Aminel Khatmi parce que tout à l'heure, David Sadoun disait au fond le problème c'est qu'Israël n'a pas de frontières claires, donc chacun ensuite s'en fait une interprétation. Est-ce que ce n'est pas ça aussi le nœud du problème? Non, mais sans doute, évidemment que c'est un des sujets. Mais encore une fois, moi, ce qui me préoccupe, c'est que les marques arrêtent de faire de la politique et de faire de la morale et de se mêler des affaires des nations et de dire aux gens comment penser et de dire ce qui est le bien et ce qui est le mal. Quand on voit aujourd'hui de grandes marques de luxe français ou de cosmétiques qui accompagnent une Rokhaya Diallo, qui accompagnent des personnages aussi controversés, moi c'est pas ce qu'on attend de ces marques-là, qu'elles fassent de la politique, encore une fois. Chacun son travail. Monsieur El Khatmi, c'est le grand problème de la gauche et elle veut donner des leçons de morale au monde entier. La gauche. Oui, est-ce que c'est la gauche? Vous savez ce que c'est que la gauche? Oui, c'est un mouvement universaliste qui veut donner de la morale au monde entier, qui veut s'ingérer dans les affaires de tous les pays. Et on sait que ça amène des catastrophes dans tous les pays. Mais l'universalisme n'est pas une insulte, monsieur. Mais ça amène à se mêler, à s'ingérer. On l'a vu en Afghanistan. Monsieur Biden a peut-être enfin eu un sursaut d'intelligence en sortant de là-bas, avec la catastrophe qui a été créée là-bas. Bon, en attendant, Biden, il est dans 10 jours en Israël et ça. J'ai peur encore de cette ingérence. Vous avez peur et qui va imposer. On vous réinvitera pour en parler alors, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de questions qui se posent autour de cette visite. Voilà en tout cas pour cette annonce des glaces Ben & Jerry's. Ça leur fait de la pub finalement. Mauvaise pub il y a un an, très bonne pub aujourd'hui, parce que finalement, on se retrouve à parler d'un producteur de glace. On va maintenant en venir à ce procès dont nous attendions tous le verdict, et il est tombé. Rarement un procès aura autant symbolisé un traumatisme profond qui a affecté la France. Après 10 mois d'audience, la Cour d'assises spéciale a rendu son verdict. Noémie Aliwa, vous êtes en direct avec nous depuis le palais de justice. Qu'a donc tranché la Cour d'assises spéciale ?
Écoutez, c'était un verdict qui était très attendu, vous l'avez dit, 10 mois d'attente, une salle d'audience d'ailleurs qui est encore pleine à craquer à l'heure qu'il est, beaucoup d'émotions, beaucoup de douleur pour certains, beaucoup de satisfaction pour d'autres, et ce verdict, eh bien écoutez, il est tel quel, 19 accusés sur 20 qui ont été reconnus coupables de tous les faits sur lesquels ils ont été renvoyés devant la cour d'assises. C'est donc finalement assez fidèle aux réquisitions du parquet. Salah Abdeslam, lui, a été reconnu comme co-auteur des attentats, co-auteur des meurtres, co-auteur des tentatives de meurtre et de séquestration sur des personnes dépositaires de l'autorité publique. C'est finalement une défaite complète pour la défense. On se souvient que pendant ce procès, Salah Abdeslam et son avocate avaient affirmé qu'il avait renoncé lui-même à actionner sa ceinture terroriste, et donc finalement qu'il avait décidé lui-même de ne pas l'actionner. Finalement, le président de la cour d'assises, lui, a rappelé que cette ceinture était non fonctionnelle et que c'était donc très fortement pour cette raison qu'elle n'avait pas explosé. Finalement, il a remis en cause ce caractère inintentionnel que Salah Abdeslam avait lui-même exposé pendant ce procès. On peut dire finalement que les réquisitions du parquet ont plutôt été suivies donc par cette cour d'assises spéciale. Merci beaucoup Noémie Aliwa en direct de Paris, non loin du palais de justice, pour cette annonce donc que nous découvrons en direct avec vous. 19 accusés sur 20 reconnus coupables de l'ensemble des faits qui leur sont reprochés, et surtout on attendait pour Salah Abdeslam sa culpabilité en tant que co-auteur des faits est reconnue. Je voudrais avoir votre réaction, Amine El-Khatmi, parce que c'est vrai qu'il était très important ce procès, il était très attendu et beaucoup espéraient peut-être panser des plaies. Oui, c'est comme toujours. C'est d'abord un procès important pour les familles. Je connais des parents, je pense à eux, qui ont perdu leurs enfants, des enfants qui ont perdu leurs parents, des maris, des femmes qui ont perdu des compagnons, un frère, une sœur, des amis. Et évidemment, un verdict, et même si le verdict n'est pas encore arrivé, et sans doute qu'il y aura un procès en appel, parce qu'on imagine que parmi les 19 personnes reconnues comme coupables, certains vont faire appel. Même si un verdict ne ramène pas un proche disparu, par définition, il n'est plus là, ça peut permettre peut-être, et je dis tout cela avec toutes les précautions et toutes les pincettes nécessaires, ça permet peut-être d'apaiser un peu quelques douleurs, ça permet peut-être de tourner une page, si tant est qu'il soit possible de la tourner vraiment. Et puis, au-delà des familles, même si ce sont elles d'abord les premières concernées, c'est un procès utile pour le pays. Parce que c'est le pays qui a été visé en novembre 2015, le 13 novembre. C'est ce qu'il incarne comme mode de vie, comme liberté. Ces terrasses, la bonne bière, le petit Cambodge, les gens de ma génération et même des autres générations les fréquentent. Nous nous y retrouvons le week-end avec des amis pour boire des verres. Le Bataclan, combien de Parisiens et même au-delà de Paris sont venus y danser au son de leur chanteur ou groupe préféré. Et donc, c'est aussi pour le pays une manière, oui, peut-être de panser des plaies et de dire que la justice triomphe toujours. La tyrannie peut faire mal, des kalachnikovs peuvent ôter des vies, peuvent en briser, peuvent en détruire, mais malgré la violence de tout cela, dans un état de droit, à la fin, c'est toujours la justice qui l'emporte. Et c'est ce que dit la justice ce soir. Salah Abdeslam reconnu comme co-auteur des faits. David Sadoun, Amine El-Khatmi disait panser les plaies, peut-être tourner une page, c'est l'expression qu'Amine El-Khatmi a utilisée. Est-ce qu'on peut vraiment tourner une telle page? Est-ce que la France peut vraiment tourner une telle page? Évidemment, c'est difficile, c'est un traumatisme terrible. Je rejoins M. El-Khatmi que le sentiment de justice doit être fait très très important pour le deuil des familles. Maintenant, c'est vrai que la question de fond n'est toujours pas traitée. Et c'est on a le sentiment qu'on est toujours dans la réaction par rapport au terrorisme, que ce soit en Israël ou en France. On n'est pas dans l'action et dans la prévention. Alors c'est difficile, il faut trouver les solutions de fond, il faut se poser les bonnes questions, il faut avoir le courage de se poser les bonnes questions. Ça fait partie du procès.
Ça fait partie des audiences. C'est pour ça qu'il est très important ce procès, justement. Notamment les gens du renseignement qui ont expliqué justement qu'ils ont été pris de court. Ils l'ont reconnu également. Bien sûr, mais c'est ça va peut-être révéler, faire prendre conscience. Il est très important ce procès pour peut-être avancer et avoir des meilleures anticipations dans le combat face au terrorisme, parce que c'est pas fini. Faut pas se voiler la face. Le terrorisme, malheureusement, je le dis malheureusement, peut-être ne fait que commencer. Il y a à peine 1 an ou 2, on a vu des têtes rouler dans les rues. Des décapitations, des images, des scènes choquantes. Et donc, si la France veut vraiment être la grande France qu'elle veut être, il faut qu'elle ait le courage de trouver les solutions de fond et de se poser ces questions-là et ne pas faire la politique de l'autruche comme il y a eu les 5 dernières années. Et sinon, c'est les extrêmes qui vont monter, malheureusement, comme on le voit. Aminel Khatmi, il y a eu une politique de l'autruche pour vous par rapport au terrorisme ? Non, je ne dirais pas ça. Enfin, ce ne serait pas ni sérieux ni fidèle à la réalité des faits que de dire que le pays, ses dirigeants, son gouvernement n'ont pas pris au sérieux les services qui travaillent de sécurité, de police, services intérieurs, services extérieurs. Oui. Ce ne serait pas juste de dire qu'ils n'ont pas pris au sérieux la menace terroriste. Elle est prise au sérieux tous les jours. Des filières continuent à être démantelées, des personnes continuent à être placées sous surveillance, des moyens sont mobilisés de manière illimitée. Vous n'entendrez pas, je vous le dis Benjamin, vous n'entendrez pas un ministre des Finances à Bercy ou un ministre du Budget dire qu'il n'y a pas d'argent pour financer la lutte contre le terrorisme. Il y aura toujours, quoi qu'il en coûte, si je puis dire, et où qu'il faille trouver l'argent, des moyens pour financer la lutte antiterroriste. Monsieur Khatmi, le RN aujourd'hui a 89 sièges. Un peu d'aveuglement. À 89 sièges, et il y a 5 ans, il était à 8 sièges. Donc ça veut dire qu'il y a une demande au niveau du peuple français. Ils ont le sentiment, ça exprime un sentiment qu'il y a eu une non-réponse par rapport à ces questions de non-réponse de fond, en tout cas. À votre sécurité, vous voulez. À votre sécurité, je pense que Aminel Khatmi. Et moi, ça m'inquiète aussi cette montée du RN. Moi-même, ça m'inquiète. Moi-même, ça m'inquiète. D'accord. Mais juste quand vous discutez avec des électeurs du RN, ils vous parlent beaucoup plus de l'insécurité immédiate qui règne dans leurs rues, des voyous, des dealers de drogue, de ceux qui font du rodéo, de ceux qui embêtent leurs enfants, que des terroristes. Il y a assez peu de Français qui trouvent que le gouvernement n'en a pas assez fait. Après, il y a des complicités dans une partie de la classe politique, médiatique, des gens qui sont aveugles, qui ne veulent pas voir l'islamisme. Mais l'État, en tant qu'État, le gouvernement en tant que gouvernement et les fonctionnaires, préfets, policiers, agents du renseignement, je peux vous assurer que tous se réveillent chaque matin en voulant mener un combat et une lutte sans merci contre le terrorisme. Et pour ceux d'entre vous qui nous rejoignent ce soir dans les GGMO, on l'a appris il y a une dizaine de minutes, pour le procès des attentats du 13 novembre, la culpabilité de Salah Abdeslam en tant que co-auteur des faits a été retenue. 19 des 20 accusés sont reconnus coupables. On connaîtra la suite évidemment du verdict dans les minutes qui viennent. Marco Sarabia, je voulais aussi votre réaction. Oui, moi je suis d'accord avec ce qui a été dit maintenant, parce que le gouvernement de Hollande à l'époque et de Valls ont réagi tout de suite et ont vraiment attrapé les coupables. Je pense que la France a pris très au sérieux, au contraire, la menace terroriste. Mais ce qu'il faut prendre au sérieux, c'est surtout l'accompagnement des victimes et des familles des victimes. Le phénomène post-traumatique en Israël, hélas, nous en sommes, nous avons une triste expérience de ça. Il faut, j'espère que le gouvernement français, parce que la France n'était pas préparée à ça. Voilà, c'est aussi mais ça. J'espère que justement ils ont mis en place des cellules d'accompagnement, de soutien à toutes ces familles qui ont été brisées. Et je crois que c'est très très important. Et pour la lutte antiterroriste, je pense que c'est un problème international. Même je crois que toute l'Europe s'est mis d'accord pour justement partager les informations. Donc a compris le danger qui a menacé, qui est à sa porte. Je crois. Bien, voilà pour ces dernières informations qui nous venaient tout droit du Palais de Justice de Paris. Mais avant de nous quitter pour les 10 minutes qui restent, on va partir non loin de Loire, quelques ponts plus loin à Paris, au Palais Bourbon.
C'est une assemblée où les députés sont déjà prêts à s'invectiver, où l'on montre ostensiblement que l'on ne s'apprécie guère, où l'on ne veut pas saluer les uns, pas serrer la main des autres. Non, je vous parle pas de la Knesset, je vous parle de l'Assemblée nationale française. Plusieurs députés de la France insoumise ont ostensiblement refusé de serrer la main des représentants du Rassemblement national. Et voici par exemple comment aujourd'hui Louis Boyard, nouveau député LFI, s'en justifie. Vous avez été nombreux à m'interroger au sujet du déroulement de la séance d'hier et donc du coup je pense que c'est important d'apporter une clarification. Vous êtes nombreux à savoir qu'actuellement nous sommes dans un contexte de pandémie et que donc il faut prendre ses précautions. Une pandémie de racisme, une pandémie d'antisémitisme, une pandémie d'islamophobie et que donc dans l'intérêt de la santé de tous, j'appelle les Français et particulièrement le président de la République et ses amis à ne pas serrer la main au Rassemblement national. Et j'ai aussi une question à poser. Comment est-ce que ça se fait que ce qui était anormal il y a 20 ans est devenu normal aujourd'hui? Alors Amine El Khatmi, je voudrais évidemment votre regard là-dessus, parce qu'évidemment le Front National, c'est le Rassemblement National, ce n'est pas du tout votre formation politique. Pour autant, iriez-vous jusqu'à refuser de leur serrer la main ? Écoutez, ça dépend qui, ça dépend dans quel contexte. Moi, j'ai siégé au conseil municipal d'Avignon à côté du Rassemblement national et je les saluais en arrivant. Alors, je ne sais plus si je leur serrais la main ou si je leur disais bonjour. Bref, ça, ça peut sembler être un détail. Moi, ce que je ne voudrais pas, c'est que deux choses. Ça donne quand même le ton de la nouvelle Assemblée. Oui, d'accord. Mais si vous voulez, moi, je trouve plus dérangeant que tout un tas de gens de la NUPES viennent débrailler, sans cravate, chemise ouverte, certains portaient des baskets et des jeans comme s'ils s'en allaient boire l'apéro avec leurs amis. Je suis désolé, quand on rentre dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, on rentre au cœur de la représentation nationale, dans un lieu, non mais on me traitera sans doute de ringard ou de vieux con, ce que j'assume parfaitement, mais un lieu chargé d'histoire où les plus grandes figures de la vie politique française se sont succédés et ont pris la parole, et voir des gens qui rentrent là comme on rentrerait au bistrot ou comme on rentrerait chez des amis, je trouve ça plus que limite. Et par ailleurs, le deuxième point, si on croit lutter contre le Rassemblement national avec les codes, les mots, les arguments des années 80, eh bien, il n'y a plus qu'à plier les Gaules. La prochaine fois, Madame Le Pen non seulement sera élue présidente de la République, mais elle aura une majorité à l'Assemblée. Parce que crier au fascisme, crier à les gens qui puent, auxquels on ne dit pas bonjour, auxquels il ne faut pas parler, c'est exactement ce qui a été fait pendant 40 ans et c'est exactement ce qui n'a pas marché. Il faut parler, et notamment parler aux électeurs du Rassemblement national, et pas leur parler avec des slogans, pas leur parler avec des postures, leur parler de leurs problèmes, leur dire en quoi on comprend qu'ils puissent être inquiets pour l'avenir du pays, face à l'islamisme, face aux dégradations de la sécurité, face parfois au laxisme de la justice, bref, face aux problèmes qui les minent, évidemment face au pouvoir d'achat, parce qu'on a bien vu, on en a parlé tout à l'heure, que c'est un vrai sujet, mais faire F comme facho, N comme nazi, abat le Front National, comme on le disait dans les années 80, ça ne sert à rien, à part à se faire plaisir. C'est has-been, parce qu'il y a tout de même les mots qui ont été employés par Louis Boyard. Une pandémie de racisme, d'antisémitisme et d'islamophobie. Le RN, c'est tout cela à la fois, Marco Sarabia ? Moi, j'espère qu'il y aura plus d'action et moins de bavardage, parce que pour le moment, c'est des prises de position. Et ce qu'il y a des mais ça vous rappelle la Knesset. Je commençais comme ça cette partie d'émission. Alors justement, à la Knesset, il y a la tendance inverse. Je trouvais que les députés, maintenant, s'habillent beaucoup mieux. Et ils parlent du fond, bien sûr. Il y a 40 ans, 50 ans, ils venaient en bras de chemise. Et même Ben Gurion... Est-ce que l'épidémie d'antisémitisme, c'est Jérémy Corbyn ? Est-ce que l'épidémie d'antisémitisme dont parle Louis Boyard, c'est d'avoir invité pour le coup un vrai antisémite qui a été invité par son parti, la France Insoumise, par Madame Simonet et Madame Obono. Alors si Monsieur Boyard parle de cette épidémie-là, je reconnais qu'il y en a une et elle est bien à la France Insoumise. J'étais étonné que vous ne commenciez pas par là, mon cher Amine El Khatmi, parce que justement, ce qui m'a fait sursauter, c'est pas seulement une histoire de serrage de main, c'est aussi une histoire de propos choisis pour justifier ce refus de serrer la main des membres du RN. Oui, je fatigue un peu, les vacances approchent, mais vous voyez que mes réflexes reprennent le dessus. Mais vous avez raison. Je veux dire, tous ces gens
qui donne des leçons de morale, alors que ça fait des années qu'il défile avec des islamistes, qu'il justifie des choses absolument injustifiables, qu'ils ont fait venir une pourriture antisémite qui a été virée de son parti, qui a rendu hommage à des terroristes palestiniens, et c'est ces gens-là qui donnent des leçons de morale aux autres en disant qu'il y a une épidémie d'antisémitisme, mais qu'ils commencent par balayer dans leur rang et par faire le ménage, et ils pourront ensuite donner des leçons aux autres. David Sadoun, comment vous réagissez quand vous entendez un membre de la France Insoumise qui explique que pour lui, il y a une pandémie de racisme et d'antisémitisme et d'islamophobie qui pour lui est incarnée par le Rassemblement national? C'est justifié? Déjà, je salue les paroles de monsieur El Khatmi qui sont bien, mais voilà, c'est classique de la gauche, c'est-à-dire de l'extrême gauche en tout cas, c'est-à-dire qu'il parle de démocratie et de lumière et d'amour et de paix, etc. Et ce sont les gens qui se comportent de la manière la plus antidémocratique. C'est-à-dire qu'on a un parti qui peut être légitime à certains pour ses idées, etc. Mais c'est quand même une expression de la volonté d'une partie du peuple. Il y a une démocratie, on doit respecter. Serrer la main, ça fait partie des gestes courtois qu'il y a à la Knesset, qu'il y a au Parlement. Je dis la Knesset, c'est au Parlement français. Et donc voilà, c'est toujours pareil, c'est-à-dire les plus soi-disant démocratiques, ils sont les plus antidémocratiques. Et c'est comme les antiracistes qui sont en vérité les plus racistes. C'est toujours pareil. Mais j'en pose la question parce qu'Amin El Khatmi m'a tout de même dit, ça dépend. Vous estimez qu'il faut serrer la main à tous les représentants du Rassemblement national si vous les croisez à l'Assemblée? Faites un saut à Paris, allez là-bas. Qu'est-ce que vous faites? Ils sont légitimes par leur présence à l'Assemblée nationale. Comme il a dit, c'est un monument historique, il faut respecter les lois. Il y a une partie du peuple qui a voté pour eux. Si vous refusez de serrer la main à un de leurs représentants, c'est-à-dire que vous refusez et vous délégitimisez tout un électorat. Et avec des sentiments et des questionnements et des problématiques légitimes. Donc c'est un comportement irresponsable de se comporter comme cela. Et pendant que vous parlez, on apprend à l'instant le verdict concernant Salah Abdeslam qui est donc condamné à la perpétuité incompressible pour les attentats du 13 novembre 2015. On rappelle qu'il y a une dizaine de minutes, on commentait le fait qu'il ait été reconnu comme acteur de ces attentats et pas simplement observateur ou complice, mais bien acteur. Il est condamné à la perpétuité avec 22 ans de sûreté. Un dernier mot, puisqu'il nous reste 5 minutes, à Amin El Khatmi. Au final, dans cette nouvelle assemblée, est-ce qu'on va assister à désormais des prises de bec entre les deux flancs et presque, je dirais, les deux extrêmes qui ont décidé de faire l'événement à l'Assemblée nationale? Et d'ailleurs, entre les deux, qui est pour vous le plus dangereux? Deux questions pour le prix d'une. Oh, vous savez, moi, il m'a été reproché de mettre un signe d'égalité entre la France insoumise et le Rassemblement national. Alors vraiment, si vous me poussez dans mes retranchements, peut-être que je choisirais venant de la gauche si vraiment il y avait un péril. Mais je n'ai même pas envie de rentrer dans ce débat. Pour moi, ce sont des dangers et évidemment que les débats à l'Assemblée risquent d'être caricaturaux. Enfin, quand vous avez d'un côté Sandrine Rousseau, Madame Garrido, Madame Simonet, Monsieur Boyard, tous ces gens-là qui sont en permanence dans l'excès et l'outrance, et qu'en face vous avez des gens dont on commence à découvrir le profil. Alors le papy d'hier, le doyen qui est un nostalgique de l'Algérie française. Vous en avez d'autres dont on apprend qu'ils sont contre l'IVG. Bon, évidemment, tout ça, si vous voulez, n'installe pas les conditions d'un débat serein et apaisé comme on pourrait le souhaiter. Marco Sarabia, c'était une mauvaise chose dès le premier jour de faire cette sortie sur l'Algérie? Moi, je pense que ce qui caractérise les extrémistes en général, c'est de faire du bruit. C'est-à-dire, parfois, c'est au-delà de l'importance qu'ils ont réellement. Et ce qui les caractérise, c'est qu'ils font beaucoup, ils créent l'événement et donc ils essaient de faire du sensationnel afin d'attirer l'attention. Et plus tu attires l'attention, plus en fait tu gagnes de l'importance et peut-être ça se traduira un jour par des mandats. Mais je crois que ça n'est pas si important que ça. Qui est le plus dangereux pour vous? J'en pose la question que je posais à Amin El Khatmi. Eh bien, pour le Parti travailliste, c'était complètement... France Insoumise ou Rassemblement national? Alors justement, le Parti travailliste était complètement désolidarisé, par exemple, du Parti travailliste anglais quand Jeremy Corbyn était à la tête. Le Parti travailliste israélien s'était désolidarisé. Et je ne pense pas qu'il y ait des liens quelconques entre la France Insoumise et le Parti travailliste israélien. Donc ça me paraît... Et surtout que on a entendu des propos carrément parfois anti-sionistes, anti-israéliens. Donc je ne me sens pas solidaire
travaillistes et Meretz. Je ne me sens Ils sont pas un petit peu la France insoumise. Je ne me sens pas. C'est la France insoumise Israël, Meretz? Non, quand même pas. Parti antisioniste, clairement antisioniste. Non. Et votre chef de parti non, Meretz c'est un parti se rapproche. Dans votre parti même, il y a des dissensions contre elle. Dans votre parti. Ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Dans votre parti aujourd'hui, le secrétaire général de votre parti accuse Merav Michaeli d'aller trop vers Meretz. Vous m'avez relancé un débat à 1 minute de la fin. C'est trop tard. Merci à tous. Avant de nous quitter, il n'y aura pas d'union entre Meretz et Avoda. Avant de nous quitter, non, on n'a plus le temps. C'est fini. Et plus dangereuse que le RN. C'était votre réponse à vous. Avant de nous quitter, je voudrais vous rappeler, puisqu'on l'a appris il y a 10 minutes maintenant, Salah Abdeslam qui est condamné à la prison à perpétuité incompressible. 19 des 20 accusés sont également reconnus coupables pour ces attentats du 13 novembre 2015, Bataclan, mais vous le savez également, les terrasses et le Stade de France. On y reviendra bien entendu dans les prochaines éditions sur i24 News. Le temps pour moi de remercier nos participants du soir, Amin El Khatmi, Marco Sarabia, David Sadoun, qui vous a le plus convaincu, puisqu'hier soir vous avez été très nombreux hier à participer à notre consultation sur Twitter et vous avez voté pour Jean Messia. Alors qu'allez-vous choisir ce soir? Eh bien rendez-vous sur notre page Twitter. Fin de CGGMO, dans un instant Mathias Inbar pour Défense. À demain 20h.